Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour Marc, désolé pour le petit retard. Pas de mal. Et puis, je pense qu'à un moment donné, je vais vous voir, mais c'est surtout votre présentation, donc j'espère on pourra voir bientôt. Donc, juste pour vous introduire, vous Parfait. présenter peut-être en 2 mots, Marc. Oui, volontiers. Donc, je vais vous présenter. Donc, vous êtes ingénieur de recherche chez EDF. Et donc, vous êtes responsable du projet informatique technologie quantique pour les métiers d'EDF. Donc, vous êtes titulaire d'un doctorat en informatique de l'université Pierre et Marie Curie, d'une HDR. Et puis, donc, vos recherches actuelles portent sur l'application des technologies quantiques à des problèmes d'optimisation difficiles. Donc, vous nous donnerez des détails là-dessus, évidemment, dans le domaine du management d'énergie. Et je crois que, voilà, je vois la première page de votre présentation, donc normalement, vous devriez pouvoir dérouler votre présentation. Très bien, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Merci d'abord pour cette invitation et cette opportunité à présenter donc un panorama de ce que nous faisons à EDF R&D autour des technologies quantiques, de l'informatique et des technologies quantiques. Alors comme vous le disiez, je pilote un projet qui a démarré il y a maintenant 2 ans sur le sujet, dont je vais vous présenter les principales activités. Et pour commencer, peut-être situer un petit peu notre point de vue, notre vision du contexte sur ces technologies quantiques, sur l'informatique et les technologies quantiques aujourd'hui. Alors nous, on a identifié, donc dans un premier travail de réflexion, les 3 promesses de la seconde révolution quantique. Enfin, je vous apprendrai rien. Il y a bien sûr, et peut-être avant tout, pour un acteur comme EDF, une augmentation de la puissance de calcul qui est attendue, sans négliger non plus une augmentation de la sensibilité des capteurs, alors la partie métrologie quantique. Un deuxième point qui nous intéresse et sur lequel on réfléchit et on fait une veille active, c'est la question de la cybersécurité. En particulier, la question des menaces sur la cybersécurité actuelle et sur les manières de s'en protéger dans les années qui viennent, avec tout ce qui concerne le domaine de la cryptographie post-quantique, puisqu'on sait que si des ordinateurs quantiques très puissants voient jour dans les années qui viennent, des algorithmes comme celui de Shor, évidemment, pourraient menacer la cryptographie actuelle. Et puis un troisième point qui nous intéresse beaucoup, dont on parle aussi peut-être un petit peu moins, c'est la question, ça a été évoqué ce matin par Olivier, c'est la question de la réduction de la consommation énergétique des ressources de calcul. Alors, comme en tant que gros industriels et centres de recherche, gros consommateurs de moyens de calcul, évidemment, on est concerné. On est concerné aussi parce qu'on pense que c'est important de prendre en compte cette dimension dans la spécification de nos moyens de calcul futurs. Et si effectivement le calcul quantique s'avérait moins gourmand en consommation énergétique que nos gros centres de calcul aujourd'hui, ce serait évidemment très intéressant. Alors, ça, je pense, était bien dit et répété par Olivier ce matin. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les échéances et sur dans quelle mesure ces promesses vont être tenues. C'est très difficile à dire, mais on est convaincu qu'il ne faudrait surtout pas essayer d'attraper le temps en marche par la suite. Et donc, on cherche à mieux comprendre ces technologies et surtout à bien comprendre ce à quoi elles pourraient servir au métier d'EDF, d'où l'intérêt de ces projets qu'on mène actuellement. Alors, on a noté des progrès très significatifs ces dernières années, tant sur le plan de l'algorithmique que sur celui du hardware. Ça, c'est indiscutable. Mais donc, de fortes incertitudes subsistent, en particulier l'avènement des LSQ, des Large Scale Quantum Computers, robuste aux erreurs, reste un challenge qui est un challenge scientifique et technologique dont on ne connaît pas encore, je pense, avec certitude l'issue. Donc voilà un peu le contexte de notre point de vue. Et on va essayer de regarder comment on se situe dans ce contexte. Alors, notre positionnement, nos objectifs. Donc, nos objectifs, c'est de monter en compétences internes dans le domaine. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est de bien identifier les cas d'usage pertinents pour les métiers d'EDF, du calcul quantique et des techno-quantiques en général. On veut le faire en expérimentant les technologies quantiques disponibles aujourd'hui, par de véritables preuves de concept,
en collaboration avec des partenaires académiques et industriels. On ne veut pas se contenter de faire juste de la veille. On veut, entre guillemets, mettre les mains dans le cambouis pour essayer d'y voir clair et de comprendre en quoi ces technos quantiques pourraient nous intéresser. Et puis donc, évidemment, en tant que centre de recherche, on cherche à éclairer nos divisions opérationnelles sur les potentielles applications de ces technos dans leur domaine métier. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu dans quelle mesure on se positionne par rapport au plan quantique national, qui est évidemment un événement majeur dans l'écosystème. Donc là, j'ai repris les différents axes du plan quantique national avec leur financement. Bon, alors sur la partie NISQ, donc Noisy Intermediate Scale Quantum, disons calculateur disponible aujourd'hui, on est des utilisateurs de ces technos-là et même des acteurs. Je vais y revenir dans nos programmes de recherche en collaboration avec nos partenaires. Sur la partie large scale quantum computing, alors on sera, on l'espère, de futurs utilisateurs et acteurs. Pour le moment, on est plutôt en position de veille. La couleur jaune, c'est plutôt la veille, et la couleur bleue, c'est plutôt, disons, la couleur de acteur-utilisateur. Sachant en particulier que nous, on a coutume de dire qu'on est agnostique au hardware des qubits, et que donc, voilà, on regarde ce qui se passe dans ce domaine très actif, des technos hardware pour les qubits, sans être fondamentalement un acteur de ce domaine particulier du hardware. Autre sujet sur lequel on fait à la fois de la veille et dont on est aussi des utilisateurs potentiels, je l'ai cité tout à l'heure, c'est tout ce qui est cryptographie post-quantique, très important pour protéger nos systèmes d'information, les données de nos clients, etc., dans les années qui viennent, si les menaces quantiques sur la cryptographie actuelle se confirment. Un point important également pour nous, c'est la métrologie quantique, où là aussi on a commencé à faire une veille visant à identifier ce qui pourrait intéresser EDF, et on sera probablement des utilisateurs potentiels de ces technos, qui peuvent avoir beaucoup d'applications, en particulier dans nos installations de production électrique, mais pas que. Sur les communications quantiques, donc tout ce qui est l'utilisation des propriétés quantiques pour les télécommunications et la sécurité de ces télécommunications, donc quantum keys, etc. Là, on est plutôt en veille, sachant que pour nous, ça reste un domaine assez prospectif. Et de même, sur les technologies support qui ont été évoquées ce matin, cryogénie, laser, etc., on est en veille, sachant que nous, on sera de potentiels utilisateurs de ces technos, sans vraiment intervenir en termes de recherche ou de développement dessus. Donc voilà un peu pour notre positionnement vis-à-vis des grands axes technologiques. Et si maintenant on essaye de rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'on fait aujourd'hui et sur les cas d'usage et les domaines d'application du quantum pour nous, donc sur ce petit dessin, on retrouve les grands métiers d'EDF, production, transport, distribution d'électricité, le management d'énergie, donc tout ce qui est optimisation, si vous voulez, du système de production, transport et distribution d'énergie, y compris sur les marchés de l'énergie. Les sujets très forts en ce moment de la mobilité électrique et du développement des ENR. Évidemment, la sûreté de nos installations, qui est un sujet historique qui reste très très important pour EDF, en particulier dans le domaine nucléaire, bien sûr. Et puis donc, ce champ spécifique de la protection de nos données, de notre expertise. Donc voilà quelques grands métiers fondamentaux d'EDF. Et donc au-dessus, on voit les domaines d'application pour le quantum qu'on a commencé à investiguer à cette étape, donc depuis environ 2 ans. Alors, l'optimisation combinatoire, c'est un domaine très actif, et donc on s'intéresse particulièrement à des problèmes de ce type-là pour le management d'énergie, en regardant, en testant des algorithmes qui ont déjà été cités, en particulier donc QAOA, le calcul adiabatique également, le recuit quantique et sa version simulée, le Simulated Quantum Annealing, donc qui sont pour nous les briques de base de ce qu'on peut faire en optimisation sur le quantique. Un gros domaine également, c'est tout ce qui est Quantum Enhanced Machine Learning, c'est-à-dire dans quelle mesure les algos quantiques et les techno quantiques peuvent booster le machine learning. Alors là aussi, c'est un très gros sujet. On a, nous, beaucoup d'applications en interne qui utilisent, comme beaucoup d'industriels aujourd'hui, des techniques de machine learning. Donc évidemment, on s'intéresse à l'impact que pourrait avoir le quantique sur ce domaine-là, à la fois pour optimiser les paramètres des réseaux de neurones actuels, mais voire aussi pour développer des réseaux de neurones quantiques, comme on les appelle maintenant aujourd'hui, dans lesquels les neurones seraient directement des qubits. Alors,
Autre sujet très très important, vous l'imaginez pour nous, hein, c'est le sujet des physiciens par excellence. Donc là, c'est plus vraiment du calcul quantique, c'est de la simulation quantique. Là, on cherche à construire des outils de simulation qui permettent typiquement de simuler des Hamiltoniens assez proches de ceux qui nous intéressent sur des matériaux, par exemple dans les centrales, ou sur des matériaux qui pourraient nous intéresser pour, par exemple, explorer de nouveaux alliages pour des batteries de stockage de l'énergie. Et on s'intéresse typiquement, par exemple, à regarder dans quelle mesure la simulation quantique peut nous aider à mieux appréhender des phénomènes comme le vieillissement de ces matériaux. Donc là, on va essayer de reproduire sur des systèmes quantiques plus simples les conditions d'irradiation ou d'oxydation de ces matériaux pour essayer de simuler leur vieillissement et d'en tirer donc des conclusions en termes de l'usage possible de ces matériaux. C'est très très important, c'est le domaine historique de la simulation quantique. C'est en particulier intéressant pour la sûreté de nos installations. Donc ça, c'est un très très gros sujet, et où là, on va s'intéresser donc au Variational Quantum Eigensolver ou simulateur. On va regarder aussi, alors là, plus pour utiliser l'algorithmique quantique dans des simulateurs classiques, hein, c'est la partie résolution d'ODP dans les grands codes de simulation classiques cette fois-ci, hein, qui utilisent des maillages ou des éléments finis. Donc là, on va regarder des algos comme HHL, hein, qui pourraient booster la résolution de grands systèmes linéaires qui apparaissent dans ces simulateurs classiques. Et puis donc, comme je le disais, on regarde aussi les capteurs, hein, la partie métrologie. Voilà. Un autre sujet sur lequel on travaille, ce sont les études probabilistes de sûreté qui se raccrochent à de grands problèmes combinatoires, où là, on va regarder le même type d'algorithme que pour l'optimisation combinatoire, mais aussi des choses du type Quantum Walks, toujours dans l'idée de pouvoir utiliser les algos quantiques pour explorer de grands espaces de recherche discrets combinatoires qui sont très très coûteux à explorer dans la résolution de ces problèmes par des méthodes classiques. Cybersécurité post-quantique, communication quantique, je l'ai cité, on fait une veille très active là-dessus, en particulier en regardant les résultats du Challenge NIST, hein, de l'organisme de certification américain, sur les algorithmes de cybersécurité post-quantique, qui sont très importantes pour nous. Et puis, dernier point, l'intégration des QPU ou des outils cloud de quantum computing à nos systèmes d'information et à nos ressources HPC. Donc, c'est des sujets qui ont été évoqués ce matin et qui, évidemment, sont importants pour nous. Et donc, sur tous ces sujets-là, au travers de partenariats dont je vais parler ensuite, on recherche des avantages quantiques potentiels en termes de performance et donc de consommation énergétique. Donc voilà pour le panorama des cas d'usage. C'est très important d'insister sur le fait qu'on ne fait pas ça tout seul. On n'en sera d'ailleurs pas capable. On est très, très conscient hein, de la difficulté hein, du sujet techniquement. Et donc pour nous, c'est très important d'explorer ces sujets-là avec des partenaires académiques et industriels. Et en particulier, pour nous, les thèses CIFRE, hein, on parlera, je crois, de formation cet après-midi, c'est quelque chose de fondamental. Donc on essaie de soutenir la plupart hein, de ces domaines de recherche par des thèses CIFRE, en collaboration avec des laboratoires spécialisés. Donc on a actuellement 3 thèses en cours, une sur l'optimisation combinatoire avec le Lauria de l'Université de Lorraine, une sur donc les études de sûreté avec le l'IPN de Paris-Nord, et une sur la simulation quantique des matériaux, avec l'Institut d'optique à Saclay. Et on a une 4e thèse qui va démarrer normalement, j'espère, en tout début d'année prochaine, sur le quantum machine learning, avec Centrale Supélec et l'Académie chinoise des sciences, qui est une grande fac chinoise très, très réputée sur le sujet. Voilà. On participe aussi à un certain nombre de projets hein, qui sont montés soit par la Commission européenne, soit plus localement, hein, puisque la plupart de nos labos sont en Île-de-France. Donc on participe au pacte quantique de la région Île-de-France avec Pascal. Hein, je reparlerai de nos collaborations avec Pascal tout à l'heure, qui est une spin-off de l'Institut d'optique avec laquelle on travaille beaucoup sur des problèmes d'optimisation pour le smart charging de véhicules électriques. Et puis on a la chance, hein, grâce à nos partenaires et en particulier Atos, hein, de contribuer à 2 projets européens, donc du Quantum Flagship, le projet Pasquance, hein, qui vient de se terminer mais qui aura probablement des suites, donc un projet plus orienté justement sur la simulation quantique, et puis le projet NISC qui a démarré il y a maintenant 1 an, là vraiment lui pour le coup plus orienté sur la partie développement algorithmique dans la période NISC pour des applications concrètes. Donc voilà un panorama de nos partenariats. Comment on calcule? Alors, on a donc un partenariat avec Atos, en particulier via
le centre de calcul qui est managé par le CEA en région parisienne, ce qu'on appelle le CCRT, qui a acquis une QLM d'Atos, et on a un accès donc, au QLM d'Atos via ce centre. Cette année, on a acheté du temps de calcul à D-Wave pour tester justement leur Quantum Annealer. On a commencé à regarder ce que ça pouvait donner sur nos problèmes d'optimisation ou de paramétrage du réseau de neurones. Et puis, on travaille depuis quelque temps assez assidûment avec Pascal, dans le but de tester des algos quantiques sur leur machine et sur leur techno pour nos problèmes d'optimisation. J'en dirai plus dans la suite. Voilà. Alors très brièvement, notre intégration dans l'écosystème. Je vais pas tout lister. On a de nombreux contacts avec d'autres industriels, de grandes compagnies ou des startups. On participe à de nombreux groupes de travail qui fleurissent depuis quelques années sur le sujet, avec d'autres industriels qui sont actifs dans le domaine. On a une bonne intégration, j'espère qu'il va se poursuivre, avec le Quantum Home de Paris-Saclay, des relations assez fortes avec les labos académiques de Paris-Saclay et de Paris en général. On a été auditionné par le gouvernement français dans le cadre de l'élaboration du plan quantique. On contribue à différents think tanks de la Commission européenne et on essaie de présenter nos activités comme aujourd'hui dans pas mal de workshops et de conférences, au-delà de nos partenariats académiques. Et, par exemple, on a aussi tout récemment participé au Big Quantum Hackathon qui a été organisé par Quantix. Voilà, donc voilà un peu pour le panorama de ce qui nous intéresse dans le calcul quantique et de la manière avec laquelle on s'y prend pour y travailler, encore une fois, en partenariat. Alors maintenant, je voudrais vous faire justement un petit focus sur un cas d'usage particulier, sur lequel on a pas mal travaillé ces derniers temps. Il s'agit de recharge intelligente de véhicules électriques. Alors là, on est dans le domaine vraiment très très important des apports potentiels du calcul quantique à des grands problèmes d'optimisation. Et ces grands problèmes d'optimisation, on les trouve à peu près partout. Disons, toute la logistique industrielle est truffée de problèmes d'optimisation de ce type-là, qui sont souvent des problèmes d'optimisation discrets, combinatoires, difficiles, NP difficiles pour employer du jargon, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas d'algo polynomiaux sur les machines classiques pour les résoudre. Et donc, c'est très intéressant d'essayer de regarder dans quelle mesure le quantique pourrait apporter quelque chose. Alors, je vais vous donner un exemple, un ou deux exemples typiques de ce genre de problème dans le domaine de la mobilité électrique. Alors, très rapidement, vous savez que ça se développe de plus en plus, et c'est très intéressant pour plein de bonnes raisons. Et ça devient un problème vraiment compliqué d'optimiser l'allocation des véhicules électriques sur les bornes de recharge, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques. Et il y a de nombreux problèmes d'optimisation derrière tout ça. Ça peut être des problèmes donc de scheduling, d'ordonnancement des véhicules sur les bornes quand ils ont besoin de se charger. Ça peut être des problèmes qu'on appelle des problèmes de facility location, où là on cherche à dimensionner les stations de bornes, par exemple, pour essayer justement d'avoir une allocation future optimale. Donc là c'est plutôt de combien de bornes on a besoin. Et puis tout ça se complique par le fait que on parle de V2G, c'est-à-dire par le fait qu'on ne considère pas simplement les véhicules électriques comme consommateurs d'énergie, mais aussi comme producteurs pour le réseau, puisqu'on peut aussi bien charger un véhicule que décharger l'électricité qu'il a dans ses batteries. Et ça devient un enjeu vraiment fondamental pour le système électrique tout entier. Et on peut très bien s'intéresser donc à cette situation où un véhicule non seulement évidemment se charge pour pouvoir être utilisé, mais va aussi se décharger pour, par exemple, alimenter un bâtiment ou pour participer à ce qu'on appelle la réserve de stabilisation du réseau. J'en dirai deux mots tout à l'heure. Donc voilà le genre de problème sur lequel on travaille, en particulier avec Pascal et nos autres partenaires, également dans le cadre des projets européens, et PASCONS et NISC. Alors, quelques résultats qu'on a obtenus sur ces problèmes-là. Donc ça, ce sont des collaborations avec Pascal dans le cadre du projet PASCONS, avec de premiers résultats prometteurs. Alors, le premier problème qu'on a regardé, c'est un problème de minimisation du temps total d'exécution d'un ensemble de tâches de charge priorisées. Donc, on a des véhicules avec des priorités qui arrivent sur des bornes, et ce qu'on veut, c'est ordonnancer ces tâches de charge de manière à ce que le temps total de complétion de toutes les charges soit minimal, un espèce d'intérêt commun pour l'ensemble des usagers. Alors, il se trouve que ce problème-là se modélise un problème max K-cut, K c'est le nombre de charges dans ce cas-là,
Ce problème a été évoqué ce matin par la présentation sur les applications de la QLM d'Atos. C'est un problème donc pour lequel on ne connaît pas d'algo polynomiaux efficaces, exact en tout cas, et on a testé QAOA sur ce problème en étendant QAOA, le QAOA de Maxcode qu'on a vu ce matin, en l'étendant au cas Max-Cacot. Et donc ici on voit un exemple de résultat obtenu en simulant la machine Pascal, c'était pas encore la machine Pascal réelle mais un simulateur, où ce qui est intéressant c'est que jusqu'à une trentaine de véhicules, pas plus pour le moment, enfin c'est déjà ça, on avait des ratios d'approximation par rapport à l'optimum qui à ces niveaux-là est calculable classiquement, plutôt bon, et on voit ici l'augmentation de la qualité de la solution avec la profondeur du circuit de QAOA, donc on a pu aller jusqu'à des profondeurs 7, qui mesurent grosso modo le nombre de portes qu'on utilise dans l'algorithme, qui a été présenté ce matin. Et donc on a des résultats comparables à ce que peuvent faire les meilleurs algos classiques sur ce problème-là, encore une fois sur des instances de petite taille, pas plus de 30 véhicules. Donc ça c'était un résultat intéressant. On a obtenu le même genre de résultat intéressant sur un autre problème qui cette fois est un problème de minimisation du nombre de recouvrements d'intervalles de charge sous une contrainte de groupe. On ne veut pas privilégier par exemple une flotte de véhicules par rapport à une autre. Donc on veut au maximum un véhicule par groupe programmé sur une même station. Et ça, c'est un problème qui se modélise comme un problème de coloration de graphe ou de recherche de stable maximal, MIS, dans un graphe qui lui aussi est un problème NP difficile. Et donc on a là aussi testé QAOA avec Pascal sur ce problème-là. Et là encore, on a obtenu des résultats tout à fait intéressants en utilisant cet algorithme quantique sur ce problème, encore une fois, avec des graphes de petite taille. Donc, voilà. Donc, alors, les challenges, maintenant, au-delà de ces premiers résultats, pour nous, quels sont-ils? Alors, la première chose, à mon avis, qu'il faut vraiment avoir en tête quand on réfléchit à tout ça, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer les méthodes classiques. Il y a des décennies de recherche qui, dans ce domaine de l'optimisation, ont conduit à des algos classiques très très puissants, et pas que dans ce domaine-là. Et donc, si on cherche à mettre en évidence des avantages quantiques, il ne suffit pas de se comparer aux algorithmes exacts, qui sont exponentiels par nature, mais il faut aussi se comparer à toute la famille extrêmement variée des algorithmes probabilistes approximés, et aussi des algorithmes heuristiques, qui donnent en général des très bons résultats en temps polynomiaux sur ce genre de problème-là, et c'est là qu'on va mesurer ou pas un avantage quantique. Et c'est d'autant plus difficile que pour certains problèmes, il y a des conjectures en théorie de la complexité sur lesquelles tout le monde s'accorde, qui nous laissent penser que ce sera très difficile et probablement impossible d'améliorer dans certains cas les ratios d'approximation obtenus par ces algos. L'exemple justement, encore une fois, étant Maxcode, où on pense qu'il est impossible d'améliorer efficacement le ratio de 0,87 pour le problème de Maxcode dans le pire cas, c'est-à-dire pour des graphes où la recherche de Maxcode est la plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas obtenir de bons résultats avec des graphes plus particuliers. Mais voilà, il faut avoir en tête que les méthodes classiques sont extrêmement puissantes et que c'est aux meilleures méthodes classiques qu'il faut se comparer si on veut parler d'avantages quantiques. Et donc il faut prendre en compte toute cette expertise très très forte dans le domaine classique sur ce type de problème-là. Et on a vu d'ailleurs que quelques annonces de suprématie quantique, Olivier en parlait ce matin, ont été vite déjouées parce qu'on a trouvé des algos classiques qui marchaient aussi bien, voire mieux, que ce qui avait été annoncé comme des algos quantiques donnant un avantage, une suprématie. Autre point aussi, c'est qu'il y a beaucoup à faire pour faire rentrer nos problèmes industriels dans le moule des algos quantiques actuels. Je ne vais pas détailler tout ça, mais disons qu'en quelques mots, là aussi ça a été évoqué, on a des formes un peu imposées pour ces algos-là, la forme Cubo en l'occurrence. Donc on doit transformer nos problèmes sous ces formes de problèmes quadratiques sans contrainte en variable binaire. Et ça, en fait, c'est très difficile. C'est pas difficile théoriquement. Le problème, c'est que ça génère énormément de variables. Il faut relâcher les contraintes, ça introduit des variables d'écart. Il faut discrétiser les variables continues, ça fait exploser le nombre de variables binaires. Et on se retrouve souvent avec des problèmes cubaux, certes, mais absolument énormes. Et donc, c'est très difficile
de tester, a fortiori aujourd'hui dans la période MISC, les outils quantiques sur ce genre de problème-là. Donc on a souvent des problèmes qui sont contraints en variable mixte et qui sont très très grands. Je prends juste un petit exemple là. Si vous avez 1000 véhicules électriques connectés à leur borne et que vous voulez optimiser la décision de charge et de décharge sur 48 pas de temps futur, c'est-à-dire une décision toutes les 15 minutes dans les 12 prochaines heures, et vous voyez les chiffres du nombre de variables binaires que vous allez avoir. On va vite scaler dans des centaines de milliers de variables binaires. Et pour le moment, on a à peu près une variable binaire par qubit, donc c'est clair qu'on ne peut pas y arriver dans la période MISC actuelle. Et je pense que c'est la principale difficulté aujourd'hui, c'est que nous, on aimerait bien, au-delà des premiers résultats qu'on a eus, être capable de voir si ça passe à l'échelle ou pas, et c'est très difficile parce que voilà, il faudrait en théorie attendre la période LSQ pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement pour ne pas attendre la période LSQ? On travaille actuellement sur des techniques justement qui vont nous permettre de décomposer ces grands problèmes industriels. Ce sont des techniques très classiques, et à hybrider ces techniques-là avec de l'algorithmique quantique. Donc on retrouve les idées qui ont été présentées ce matin sur le fait que des QPU vont venir accélérer des sous-problèmes dans des problèmes qui, eux, vont être traités par des techniques classiques, en particulier HPC. Donc l'idée, c'est ça, et c'est ce qui nous occupe beaucoup en ce moment dans nos travaux de recherche avec nos partenaires, c'est de regarder en quelle mesure on peut incorporer des algos quantiques qui seraient donc implémentés sous forme de QPU à l'intérieur de techniques de décomposition de nos grands problèmes combinatoires, techniques de décomposition qu'on connaît très bien, et qui font souvent apparaître des sous-problèmes a priori bien adaptés aux calculateurs quantiques, sur lesquels les algos quantiques pourraient là procurer un avantage. Voilà, donc cette idée d'approche pour l'optimisation hybride entre quantique et classique. Voilà, alors justement, les travaux en cours portent sur l'application de ces décompositions hybrides sur un très très beau problème V2G, où là on a un très très grand nombre, jusqu'à plusieurs centaines de milliers de véhicules qui sont connectés à leur borne, et on cherche à utiliser, tout en respectant les contraintes de charge évidemment des usagers, on cherche à utiliser cette énergie pour participer à la stabilité du réseau de transport. Et donc là, évidemment, on va mettre en jeu des dizaines, voire des centaines de milliers de véhicules, alors qu'aujourd'hui, nos algos classiques, même avec les meilleures méthodes de décomposition, ne peuvent pas traiter plus de quelques milliers de véhicules. Donc tout l'enjeu va être de savoir si, grâce à cette hybridation entre décomposition classique et calcul quantique, on arrive à franchir un seuil sur le nombre de véhicules qu'on voudrait traiter. Voilà. Je termine en espérant ne pas avoir été trop long avec les conclusions. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on a des applications potentielles nombreuses dans le secteur de l'énergie. Pour donc les rappeler rapidement, simulation quantique des matériaux, optimisation combinatoire, j'en ai parlé, quantum machine learning, pour des applications autour de la prévision de conso, la gestion des risques financiers, résolution des ODP dans des codes de simulation par maillage aux éléments finis, métrologie quantique, cybersécurité post-quantique, et peut-être d'autres cas d'usage qui vont apparaître dans les années qui viennent. On a de premiers résultats encourageants sur nos cas d'usage, mais des limites sur les machines MISC aujourd'hui disponibles. Et la grande question qu'on se pose, je pense un peu comme tout le monde, les approches quantiques passeront-elles à l'échelle? Et pour terminer, on pense que la réponse à cette question nécessite encore beaucoup de R&D, et que cette R&D doit être collaborative entre tous les acteurs, laboratoires académiques, constructeurs, start-up et industriels fournisseurs de cas d'usage comme nous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui. Merci Marc, on est très en retard. Désolé que vous ne soyez pas avec nous d'ailleurs pour poursuivre la discussion. Je vais quand même prendre peut-être une question dans la salle s'il y en a une. Pas de questions dans la salle. Est-ce que nous avons des questions à distance? Non, vous avez été très clair, Marc, merci. Merci à vous. Bonne journée.